C'est dans ce contexte que se poursuit en Russie la campagne présidentielle avec notamment l'opposant principal, Alexeï Navalny. Vous savez qu'il est emprisonné au fin fond de la Russie, mais il passe des messages quand même et il vient de lancer un appel sur les réseaux sociaux. J'aime l'idée, dit-il, que ceux qui votent contre Poutine se rendent aux urnes à la même heure et il les appelle à y aller à midi précisément. Midi contre Poutine, ça pourrait être une démonstration puissante de l'état d'esprit du pays. Y a-t-il, Vincent, la moindre chance pour que cet appel soit entendu côté russe ? Écoutez, je pense très franchement que Navalny pêche par optimisme quand il dit, dans le sillage du propos que vous venez de rappeler, des millions de personnes pourront y participer et des dizaines de millions y assisteront à ces rassemblements autour de midi. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique. D'abord parce que si Navalny est très populaire dans les élites intellectuelles et en Occident, il n'a pas une assise considérable dans la Russie profonde. Et puis ensuite, ne sous-estimons pas les capacités opérationnelles de l'appareil répressif russe. Mais là encore, tout ça témoigne d'une nervosité qui m'intrigue beaucoup. On connaît les travaux ici, on les cite parfois, de Anna Colin-Lebedev, et elle va animer le 20 février à la mairie de Paris une session de travail autour de l'état de la société russe à la veille de ses prétendues non-élections, car elle conteste le fait que ces élections sont sans enjeu. Elle considère au contraire que c'est un moment crucial et jusque dans la mise en scène d'une adversité sur laquelle on reviendra sans doute à propos de ce fameux Boris Nadejdim, venu d'à peu près nulle part, mais dont on se demande à Moscou s'il est un authentique opposant, enfin, l'opposant de Sa Majesté, celui qui a vocation à crédibiliser un minimum d'altérité démocratique, ou si il peut incarner quelque chose. Mais c'est la même chose. Enfin, Navalny est infiniment plus connu que Nadejdim, mais Nadejdim, il a un petit passé de député, d'élu local, mais il n'a pas d'assises, il n'a pas d'appareil politique, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intrigue, et je termine là-dessus, c'est que, à l'évidence, tout indique qu'on craint au Kremlin que la mécanique bien huilée d'une élection triomphale puisse, à un moment donné, se gripper. Alors que ce soit pour une élection sécuritaire, pour une élection de manifestation, pour une opposition... Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez troublant. Alors Navalny n'a pas encore explicitement appelé à voter pour Boris Nadejdim, le seul candidat qui appelle donc à la fin de la guerre en Ukraine, et qui a donc déposé également ses parrainages auprès de la commission électorale. On va l'écouter. Voici les boîtes qui contiennent 105 000 signatures de citoyens russes. J'insiste sur le fait qu'elles ont été recueillies sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais des dizaines de milliers de citoyens russes ont aussi signé depuis l'étranger. Elles ne sont pas présentées ici car nous les compterons séparément. Je voudrais remercier chaleureusement les dizaines de milliers de personnes qui ont fait des dons sur notre site électoral. Jamais auparavant dans l'histoire de la Russie, la campagne d'un candidat à la présidence n'avait été entièrement financée par des citoyens ordinaires. Mais on ne sait pas encore s'il sera autorisé à se présenter ? Non, alors la commission électorale centrale a 10 jours pour se prononcer sur la légalité des signatures des candidats. C'est le seul qui reste encore à confirmer. Et c'est là que ce sera un petit peu le moment clé, parce que tout le monde se pose la question, et je ne connais personne dans mon entourage de spécialistes sur la Russie qui peuvent affirmer si oui ou non ils croient en l'authenticité de la candidature de Nadejdim. Oui. Alors, certains pensent qu'il ressemble à la candidate Ksenia Sobchak, donc la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était candidate en 2020, qui était 2018, pardon, qui a eu 1,2% du vote, qui tout le monde s'accorde presque pour dire qu'elle était le candidat d'opposition pour légitimiser les élections. Avec Nadejdim, la question se pose vraiment. Donc, c'est un personnage politique de second, de troisième rang, mais qui a quand même une grande expérience de la politique. Il a quand même travaillé de façon très proche avec Boris Nemtsov, qui lui aurait été le vrai opposant à Poutine, et c'est pour ça qu'il a été assassiné en 2013. Il a travaillé avec Sergei Kirilenko, qui a été Premier ministre sous Yeltsin, qui ensuite a été numéro 2 dans l'appareil du président Poutine. Donc, il est proche du pouvoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des soupçons qui pèsent sur lui.
Ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi il a réussi à avoir toutes ces signatures et il est encore en liberté, parce qu'il a sans doute quelque part à un relativement haut niveau un appui qui le protège. Contrairement à Tatiana Donsova, donc, la candidate qui est apparue vraiment de nulle part, qui n'a pas eu ses signatures acceptées. Avec Nadezhdin, on ne sait pas. Il a délibérément refusé toutes les signatures venant des Russes de l'étranger pour qu'ils ne puissent pas être décrédibilisés ou appelés agents étrangers. Dans 10 jours, ou dans moins de 10 jours, maintenant, nous aurons une réponse sur le fait si on va le laisser se présenter. Ensuite, d'autres questions vont se poser. Est-ce qu'il sera candidat parce que Poutine voudrait l'utiliser pour faire un sondage de l'opinion, de vraiment voir combien de personnes osent voter pour un candidat potentiel? Donc, pour le moment, il n'y a que des questions. C'est absolument fascinant pour ceux qui étudient, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il est authentique ou pas. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Dmitri Peskov lui-même, le porte-parole du Kremlin, a dit très officiellement, on ne le considère pas comme un concurrent. Mais ça peut être du billard à 3 bandes. Ouais. Dire cela, le traiter par le dédain et le mépris, c'est aussi une manière de crédibiliser l'adversité. Et ce qui est aussi assez troublant, c'est que le même Nadezhdin lui-même dit que s'il y va, s'il saute le pas, c'est parce que d'autres qui auraient pu être des opposants crédibles, l'ancien maire de Ekaterinbourg, par exemple, qui s'appelle Evgeny Roisman, ou bien le prix Nobel, Dmitri Muratov, l'ancien rédacteur en chef de Novaya Gazeta, le journal d'opposition, eux n'ont pas franchi le Rubicon. Donc c'est vrai que moi je partage tout à fait la perplexité de Samantha. Je suis incapable de miser un copec sur le fait que ce soit un authentique opposant ou un cheval de Troie. Vous avez entendu, Pierre, ce que disait Vincent il y a quelques instants sur des signaux comme ça qui prouvent qu'il y a quand même un peu de nervosité, un petit peu d'inquiétude. C'est un peu le sens de ce que dit dans une interview assez rare le patron de la CIA qui s'appelle William Burns. Et il dit pas mal de choses dans cette interview, notamment sur la Russie. Il a cette expression, il dit « la guerre corrode discrètement le pouvoir de Poutine ». Pour l'illustrer, il reparle notamment de ce qui s'est passé pour Wagner et pour Prigojine. Mais on se doute qu'il est relativement bien informé, le patron de la CIA, et on se souvient du clip qu'on a passé la semaine dernière pour rappeler à ce qu'il y ait des espions russes. On sent que lui aussi, ces signaux, il les voit. Oui, il les voit. Je vais quand même d'un mot très rapidement revenir sur Nadezhdin pour dire que certains échos disent mais finalement c'est un candidat qui intéresse le Kremlin parce qu'il ne dépassera pas 6%. Et ça permettra au Kremlin de dire, voyez, ceux qui sont contre l'opération spéciale, parce que c'est quand même le gros de son discours, ça fait 6%. Donc, il peut y avoir... Alors, je suis comme mes deux camarades, je ne sais pas si c'est du lard et du cochon, comme on dit trivialement, mais enfin, il y a cet intérêt-là. Sur William Burns et la CIA, ce qui me frappe, c'est que du côté des services de renseignement, il y a des analyses assez différentes de l'état du poutinisme à Moscou. Là, on a un propos avec lequel je me sens plutôt en écho, à savoir que l'affaire Prigojine a quand même, quelque part, instillé un poison dans la machine et que ce poison, quand même, travaille. Et j'ai d'autres échos, d'autres sources de renseignements occidentaux qui disent on ne voit pas ça. Poutine tient la maison très solidement. À un moment, les personnes que j'interrogeais, je leur disais mais est-ce que après son élection, il va faire un grand lessivage, notamment en liquidant tous ceux qui ont tremblé pendant l'affaire Prigojine, parce que dans les services, dans l'armée, chez les oligarques, vous avez des personnages qui ont un petit peu attendu le dernier moment pour voir comment cela allait tourner. Ces sources-là me disent même pas, il n'en a pas besoin. Moi, je me demandais si Shoigu et Gerasimov allaient enfin dégager, entre guillemets, enfin, parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis. C'est même pas sûr, parce que finalement, ils se sentent très solides. Et tout dernier point que je n'avais pas intégré, cette année, la présidence des BRICS, donc Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud et Russie, plus ceux qui vont rejoindre, qui a la présidence cette année? La Russie. Alors que ça n'était pas son tour, c'était le Brésil qui devait présider, et le Brésil doit présider une autre réunion, je ne sais plus si c'est le G20 ou un autre G, et donc Poutine s'est engouffré et a pris ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année 2024 va être une année de haute intensité diplomatique à Moscou, avec le petit père Poutine recevant, accueillant et faisant des démonstrations de force. Donc, vous avez des analyses différentes, ceux qui disent il est fragilisé, ceux qui disent il n'est pas fragilisé. Voilà, je n'ai pas plus d'éléments. Vincent, comment vous analysez ces signaux, en tout cas que semble voir William Burns? Il est quand même patron de la CIA. Et
qui lui permettent de dire que ce pouvoir s'érode, se corrode discrètement? Oui, alors c'est là où effectivement il faut penser contre soi-même et se méfier de wishful thinking, de la pensée magique. N'oublions pas que patron de la CIA, il a aussi pour vocation de contribuer à la fragilisation d'un ennemi systémique. Bon, donc laisser se diffuser l'idée qu'au-delà de l'apparence de quiétude, de certitude et de confort politique, il puisse y avoir des dissensions, des fragilités. Mais encore une fois, indépendamment de ce que peut dire le patron de la CIA, j'ai quand même beaucoup d'interlocuteurs qui sont intrigués par le soin presque maniaque que la Poutini, dans son ensemble, met à chorégraphier cette élection pour qu'il n'y ait pas le moindre pas de clair. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, en creux, m'incite à penser que si on était à ce point droit dans ses bottes, ces rangers, on mettrait en scène une adversité artificielle avec un pourcentage symbolique, dérisoire, 2, 3, 4%, etc. Mais là, tout indique qu'il y a autour de Poutine une forme d'inquiétude latente sur le déroulement de ces opérations électorales.